Les autorités maliennes sont-elles en train de récupérer leur autorité dans la région de Kidal? Quelle est la stratégie du président Ibrahim Boubacar Keïta? On en parle tout de suite avec le directeur du Timbuktu Institute basé à Dakar, un centre africain de résolution des conflits dans les pays du Sahel. Bakary Sambé, bonjour et merci d'être avec nous ici sur TV5 Monde. 3 semaines après le retour de l'armée, le Premier ministre malien Boubou Cissé achève une visite hautement symbolique dans le fief touareg de Kidal, dans le nord du pays. Il faut que les populations que vous êtes continuent de refuser à tout prix l'état de conflit. Il faut que les populations que vous êtes continuent de vouloir et d'imposer la paix. Et c'est par ce comportement que la sécurité, la paix, la quiétude pourraient revenir. Et le reste serait facile pour les autorités que nous sommes à faire. Alors on va remettre tout ça dans un contexte. On est, Bakary Sambé, à 1500 km au nord-est de la capitale, Bamako. Depuis 2014, Kidal est sous contrôle des factions Touareg, de la coordination des mouvements de l'Azawad. L'État malien n'y avait quasiment pas repris pied depuis. Cette visite est extrêmement symbolique. Symbolique, oui, c'est le mot. On est dans l'ordre du symbolique. On va dire, c'est la énième fois qu'on essaye, qu'on ait des tentatives de reconquête de Kidal, qui, à mon avis, est très important dans le processus de réconciliation des Maliens. Comme vous le savez, suite à l'occupation djihadiste et à l'occupation aussi de groupes armés comme le MNLA, la CMA, etc., cette région était complètement coupée de la tutelle administrative de Bamako. Alors il y a la symbolique, mais est-ce que ça veut dire aussi que c'est le début de la reconquête des autorités de Bamako sur cette zone, dans cette région de Kidal? Malheureusement, plusieurs tentatives ont eu lieu, mais ça ne s'est pas soldé par une résolution définitive. Parce que jusqu'à présent, il faut le dire, c'est la CMA qui détient l'autorité centrale réelle. C'est la coordination des mouvements de l'Azawad qui détient aujourd'hui l'autorité centrale, l'autorité politique et même sécuritaire dans cette région. Même les militaires maliens qui sont présents, en tout cas dans les dernières tentatives, étaient cantonnés dans un camp à Kidal, n'ayant pas le monopole de l'usage des armes et de la sécurité de la région. Donc c'est de l'esbrouf, cette visite? Je ne l'espère pas, mais aussi les questions centrales ne sont pas réglées. D'abord, au sein de ces mouvements de l'Azawad, il y a une multiplication d'interlocuteurs. L'autorité politique à Bamako aussi n'est pas assez clair dans son rapport avec ces groupes-là, de concession en concession, cette perte d'autorité, mais parfois qui n'est pas compréhensible de la part des populations. Et en plus, cette lecture assez complexe de la situation au nord, où certaines populations croient que aussi bien les groupes armés que les groupes terroristes sont dans la même mouvance et qu'il n'y ait pas d'étanchéité entre ce qu'on appelle les groupes terroristes aujourd'hui, comme Eyad Agali, et cette chefferie traditionnelle, les notables de Kidal et les notables de Touareg. C'est vrai que la population sur place en a plus qu'assez. Il y a un personnage clé dans la région, c'est l'imam Mahmoud Dicko. Lors d'un meeting samedi dernier, il a dénoncé la gouvernance, la corruption et la mauvaise gestion de l'État suite à la grève des enseignants. Après cette dure critique contre le pouvoir, il a été convoqué mardi par la justice. Voyez ces images, mobilisation de ses partisans venus en nombre le soutenir. Cette convocation a finalement été reportée par le procureur. On écoute l'imam Mahmoud Dicko au micro de notre correspondant Kaourou Magassa. Nous ne détruirons pas notre pays, nous ne mettrons pas le feu à notre pays. Tout ce que nous le ferons avec intelligence et réflexion, car nous sommes des musulmans et nous sommes des citoyens. Alors, qui est cet imam et quelle est son influence? C'est l'ancien président du Haut Conseil islamique du Mali. Imam Dicko fait parler de lui depuis très longtemps. Déjà en 2009, il avait empêché que l'on promulgue le code de la famille qui a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale pour donner certains droits aux femmes. À l'époque, le président Ibrahim Boubacar Keïta avait cédé parce qu'il avait réussi à remplir le stade de Bamako avec 40 000 personnes. Il continue aujourd'hui, même sans être le président du Haut Conseil islamique, à être véritablement central. Il ne faut pas oublier aussi le rôle important qu'il a joué dans la réélection de l'actuel président en mobilisant plus de 200 mouvements islamiques sous la coupole d'un mouvement qu'on appelle Sabati 2012. Donc le pouvoir malien lui doit quelque chose, mais en même temps, il reste aujourd'hui la personnalité centrale, incontournable dans ce qui se passe au Mali, aussi bien pour son rôle politique que ses liens... Central mais pas unique, puisqu'il avait lancé un appel à manifester contre le président.
il y a renoncé suite à l'intervention du shérif de Nioro. C'est un autre grand religieux. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Le shérif de Nioro aussi fait partie des soutiens du président Ibeka, mais aussi il a un autre rôle très très important, notamment au sein de la classe politique. Diko est quelque part le leader de la rue publique, pas le leader de la République, mais de la rue publique, si j'ose dire. Mais il surfe sur la colère. Il surfe sur la colère et sur la contestation. Parce que dans son combat, il dit deux choses très importantes. Il dit premièrement, je suis là pour combattre la corruption, c'est-à-dire l'État, la corruption, la malgouvernance, mais aussi la soumission. C'est-à-dire qu'il surfe sur cette contestation des Maliens qui pensent que leur pays serait sous la soumission d'une puissance étrangère. Alors justement, est-ce qu'il pourrait être un interlocuteur à l'international? Je ne crois pas. De plus en plus, il est en train d'épurer son discours des références religieuses pour passer dans une forme de normalité politique, en cachant bien la dimension religieuse de la moralité vers laquelle il appelle les Maliens. De plus en plus, Diko était vu comme en accointance avec les mouvements terroristes ou le mouvement islamiste, mais il devient une personnage centrale. À mon avis, aujourd'hui, au regard de son rôle dans le processus politique, mais aussi de son influence sur les groupes terroristes. Vous avez bien vu dans l'appel, il dit que j'appelle mon frère Amadou Koufa à cesser les armes. Donc je crois que... Il chercherait à devenir président ? Il en a la carrure? Je ne crois pas, mais en tout cas d'être incontournable, mais dans le sens où aujourd'hui, voilà l'exemple typique où, face à l'échec du politique, il y a le religieux qui récupère les frustrations. C'est-à-dire cette manipulation des symboles religieux pour des motifs politiques. Diko le fait très habilement et de plus en plus, il est en train d'épurer son vocabulaire de toute référence religieuse pour entrer dans une forme de normalité, pour aller où, je ne sais pas. On va s'intéresser aux politiques, justement. Quelle est la stratégie du président Ibrahim Boubacar Keïta? Bamako a tendu la main aux djihadistes. Que faut-il attendre de ce dialogue? Ça peut marcher? Ça peut être un dialogue de sourds et c'est un dialogue qui, à mon avis, pour lequel il n'y a pas de préalable. D'abord, qu'est-ce qui va être au centre de ce dialogue? Qu'est-ce qu'on va négocier? Est-ce que les mouvements terroristes dirigés par Iyad Agali et Amadou Koufa vont accepter de renoncer à l'application de la charia, pour laquelle ils sont battus depuis très longtemps? Est-ce que le gouvernement de Bamako va accepter de céder sur la nature républicaine et laïque de l'État malien? Je ne le crois pas. S'il doit y avoir une négociation et une entente, l'offre doit être énorme pour que Iyad Agali se départisse de ses positions islamistes et de son ambition d'imposer la loi islamique, mais aussi, je ne crois pas quand même que l'État malien puisse en arriver par la suite de concession en concession à céder sur la nature républicaine de l'État et à satisfaire la demande de Iyad Agali. Le président malien a reconnu récemment qu'il y avait des contacts, ces contacts informels qui existaient, mais il l'a reconnu. Ce sont d'ailleurs les recommandations du dialogue national inclusif conclu en décembre. Alors pourquoi ça surprend ? Ça surprend parce que, vous savez, c'est une attitude par dépit. Les Maliens et leur leadership sont en train de réaliser qu'il y a véritablement un échec de solution militaire. La crise malienne ne se règle pas. Et aujourd'hui, c'est une attitude par dépit de vous dire que pourquoi pas tenter le dialogue. Ça s'est passé dans plusieurs pays, en Espagne, en Irlande du Nord. Pourquoi pas là-bas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui empêchera le Mali de parler à ses enfants, y compris ses enfants perdus? Donc le processus est en soi, en principe, quelque chose de normal, mais est-ce que les préalables sont là? Est-ce que les interlocuteurs sont là? Le risque, c'est de positionner Iyad Agali comme la personnalité centrale incontournable sans être sûr qu'il souscrira à une paix durable. La France, qui est un acteur important dans la région, dit que ça va mieux dans la région des trois frontières. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette position de la France? Il y a eu une accalmie sur les attaques, mais je crois que jusqu'à présent, on est dans ce conflit de perception du conflit dont je parle depuis très longtemps. C'est-à-dire aujourd'hui, je pense qu'il y a un gap, un hiatus entre la conception internationale de la crise sahélienne et les perceptions locales. Les populations locales qui vivent dans les zones frontalières se disent que nous sommes dans un paradoxe. On n'a jamais été aussi entouré par une armada militaire, mais on n'a jamais été aussi en insécurité. Je crois que là, il y a un malentendu sahélien. Mais ça, tout le monde le dit. Ce n'est pas que les populations qui le disent. En quoi il y a ce malentendu? Ce malentendu-là est parti, par exemple, je prends la question de Kidal. Quand, après la résolution 2058 qui a permis le déroulement de l'opération Serval, on a dit que Serval était là pour combattre les groupes terroristes et non les groupes armés. Eh bien, dans la tête de pas mal de leaders politiques de la classe malienne,
il n'y a pas d'étanchéité, ce sont les mêmes personnages. D'ailleurs, les connexions entre Ali, qui est aujourd'hui le guide de l'État islamique, pas de l'État islamique, mais le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et les mouvements Touareg, il n'y a pas d'étanchéité. Pour revenir à ce qu'on disait là, il y a des trafics de drogue, il y a des trafics d'armes, des contrebandes diverses et variées, des ressorts de la violence dans la région qui, dites-vous, ne sont pas assez pris en compte. Pourtant, ils sont largement documentés. Voilà des questions très importantes qui font qu'aujourd'hui, ce conflit, à mon avis, malheureusement appelé à perdurer. Il y a tellement d'intérêts. Une économie de guerre s'est créée au Mali, avec des prébendes, aussi bien au niveau de la classe politique que des mouvements qui disent représenter les populations du Nord. Mais je crois que le religieux, finalement, n'est qu'un vernis. Tel qu'on l'a vu dans les discours de Abou Walid al-Sahraoui, mais je crois que le religieux va continuer à être instrumentalisé, mais la véritable problématique se trouve dans le contrôle de l'économie criminelle par tous ces groupes rivaux. En conclusion, vous aviez écrit le premier rapport sur la radicalisation et les risques terroristes au Sénégal, chez vous. Est-ce que ce risque s'accroît dans les zones frontalières du G5 Sahel ? Aujourd'hui, les zones frontalières, ce sont des zones qui ne sont pas sûres. Et aucun pays ne peut dire qu'il est en dehors de la menace. C'est une généralisation de la menace. De toute façon, les attaques de Ouagadougou signifient la régionalisation de cette menace-là, ce qui appelle à une plus grande synergie entre les pays africains d'une part, mais aussi la communauté internationale. Et merci d'être venu dans 64 minutes nous livrer votre analyse. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci de votre invitation.